Je m'appelle Geneviève. Le jour où j'ai cru que je passais un repas de famille, j'ai reçu un message mystérieux d'un inconnu. Ne mangez rien, croyez-moi. Ma belle-fille insistait pour que je me serve de la farce qu'elle avait préparée. Choquée, je me suis levée et j'ai prétendu être malade. Le lendemain, j'ai découvert qu'elle essayait de m'empoisonner lentement et que mes problèmes de santé n'étaient pas dus à l'âge. J'ai eu peur, mais j'ai décidé de me battre. J'ai alors entrepris une enquête pour dévoiler ses mensonges et j'ai mis au point un plan pour la démasquer. Suivez mon histoire jusqu'au bout pour découvrir comment j'ai transformé ma peur en courage et comment j'ai finalement appris à me faire confiance plus qu'à ma propre famille. Et commentez avec le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Geneviève et j'ai 65 ans. Jamais je n'aurais pensé qu'un simple texto pourrait me sauver la vie. C'est arrivé un dimanche de tous les jours possibles. J'étais assise à la table de la salle à manger de mon fils. Marc, observant ma belle-fille Florence s'affairer autour du poulet rôti comme si c'était la chose la plus importante au monde. L'odeur du thym et du romarin emplissait l'air et tout semblait parfait. Trop parfait, je le comprends. Maintenant. Maman, tu as à peine touché à ton assiette, dit Marc en me jetant ce regard inquiet qui m'adressait de plus en plus souvent ces derniers temps. Florence a fait ta farce préférée. J'ai souri et hoché la tête. Bien que, en toute honnêteté, je n'avais plus beaucoup d'appétit depuis des mois. La nourriture n'avait plus le même goût. Plus rien n'avait vraiment le même goût. Mon médecin me répétait que c'était normal pour quelqu'un de mon âge, surtout avec tous les soucis de santé que j'avais eus récemment. Florence s'est penchée et a ajouté une autre cuillerée de farce dans mon assiette. Geneviève, il faut manger plus. Regardez comme vous avez maigri. Sa voix était douce, attentionnée même. Mais quelque chose dans la façon dont elle me regardait me nouait l'estomac. J'ai préparé celle-ci spécialement juste comme vous l'aimez. J'ai pris ma fourchette, mais avant que je ne puisse prendre une bouchée, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Ne mangez rien, croyez-moi. Ma main s'est figée à mi-chemin de ma bouche. J'ai regardé autour de la table, mais Marc se coupait une autre part de poulet et Florence était occupée à servir un gratin de courgettes. Aucun des deux ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Ne mangez rien, croyez-moi. Les mots semblaient gravés dans mon esprit. Qui pouvait envoyer un tel message? Et pourquoi maintenant, tout va bien maman, a demandé Marc, remarquant que j'avais cessé de manger. Oh oui, mon chéri. Je vérifiais juste mon téléphone. Je l'ai rapidement posé face contre la table, mais mon cœur battait la chamade. La fourchette me semblait lourde dans ma main. Florence est réapparue à côté de moi, sa main parfaitement manucurée posée sur mon épaule. Geneviève, votre plat a refroidi. La farce m'a pris des heures à préparer. Il y avait quelque chose dans son ton, une légère pointe, qui m'a fait lever les yeux vers son visage. Elle souriait, mais ses yeux étaient intenses, presque exigeants. « Je n'ai juste pas très faim aujourd'hui, ai-je dit doucement. »« Mais vous adorez la farce » a insisté Florence. « Vous vous souvenez le mois dernier quand vous avez dit que c'était la meilleure que vous ayez jamais mangée? Vous m'aviez même demandé la recette. Ah, avais-je dit cela? Ces derniers temps, j'avais du mal à me souvenir des conversations. Mon médecin disait que cela faisait partie du vieillissement, qu'une certaine perte de mémoire était normale. Mais en regardant le visage expectant de Florence, je ne me souvenais pas avoir demandé de recette. Peut être que j'en emporterai pour plus tard, ai-je suggéré. Le sourire de Florence s'est crispé. Ce n'est pas la même chose, Geneviève. C'est le repas du dimanche. Nous devrions manger ensemble en famille. Marc nous regardait, sentant clairement la tension. Maman, si tu ne te sens pas bien... Non, non, je vais bien, ai-je dit rapidement. La dernière chose que je voulais, c'était une autre visite chez le médecin. J'y étais allée si souvent récemment et les médicaments changeaient sans cesse. Parfois, j'avais l'impression de cliqueter en marchant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du même numéro inconnu. « Partez maintenant, vous êtes en danger. » Cette fois, ma main a tremblé en le lisant. En danger de quoi? De qui? J'ai regardé autour de la salle à manger familière. Mon fils et ma belle-fille, les photos de famille sur les murs. Tout semblait normal, sûr. « Qui t'envoie des messages comme ça, maman ?» a demandé Marc. « Oh, juste une erreur de numéro, probablement, ai-je menti. » Mais mon esprit tournait à plein régime. 2 messages, tous deux m'avertissant de ne pas manger tous deux, me disant de leur faire confiance.
Et s'ils avaient raison? Eh bien, range ce téléphone et mange, dit Florence, sa voix plus sèche maintenant. J'ai passé toute la journée à préparer ce repas. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. La farce avait l'air délicieuse, parsemée d'herbes et avec une croûte dorée, mais quelque chose semblait clocher. Ou peu. Être n'était-ce que mon imagination alimentée par ces étranges textos. En fait, je crois que je couve quelque chose, ai-je dit en reculant ma chaise de la table. Je devrais peu être rentrée chez moi. Maman, tu viens à peine d'arriver, a protesté Marc. Et tu ne te sens pas bien depuis des mois. Peut être que tu as juste besoin de manger quelque chose. Florence a hoché la tête avec empressement. Il a raison, Geneviève. Vous avez tellement maigri. Juste quelques bouchées. Mais j'étais déjà debout, mon sac à main serré dans ma main. Quelque chose au plus profond de moi me disait d'écouter ces messages, aussi fous que cela puisse paraître. Je suis désolée. Je ne me sens vraiment pas bien. Je me suis dirigée vers la porte, sentant leur regard sur moi. C'est ridicule, a dit Florence en me suivant. Vous ne pouvez pas vous enfuir chaque fois que nous avons un dîner de famille. M'enfuir. Quand avais-je fait ça avant? Je me suis arrêtée et je me suis retournée pour la regarder. Que veux-tu dire par m'enfuir? Florence et Marc ont échangé un regard. Maman, tu es partie plus tôt les 3 dernières fois que nous t'avons invitée, a dit Marc doucement. Nous sommes inquiets pour toi. L'avais-je fait? J'ai essayé de me souvenir, mais les derniers mois semblaient flous. Il y avait des lacunes, des pièces manquantes, comme un puzzle dont la moitié des morceaux ont été perdus. J'ai juste besoin de rentrer chez moi, ai-je répété ma voix à peine plus qu'un murmure. En partant les mains tremblantes sur le volant, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à ces textos. Ne mangez rien. Croyez-moi. Et puis partez maintenant. Vous êtes en danger. Qui savait que j'étais en danger? Et un danger venant de quoi? De retour dans mon petit appartement, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé mon téléphone. Devrais-je appeler la police? Mais que leur dirais-je? Que quelqu'un m'a envoyé des messages anonymes me disant de ne pas manger le repas du dimanche. Je me suis levée et je me suis regardée dans le miroir du couloir. Marc avait raison. J'avais perdu beaucoup de poids. Mes joues étaient creuses. Mes yeux semblaient enfoncés. Quand avais-je commencé à avoir l'air si frêle? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Florence, la façon dont elle avait insisté pour que je mange la farce, la façon dont elle m'avait observé si attentivement. Vers 3 heures du matin, j'ai commencé à me sentir mal. Pas seulement nauséeuse, mais prise de vertige, comme si la pièce tournait. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi, même si j'avais à peine mangé quoi que ce soit au dîner. Alors que je m'agrippais à la porcelaine froide des toilettes, une pensée résonnait dans mon esprit. Et si ces messages m'avaient sauvé la vie, le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant plus mal que je ne l'avais été depuis des mois. Ma tête me battait et mes mains ne cessaient de trembler. J'ai essayé de me faire un thé, mais je n'arrêtais pas de faire tomber la cuillère et le son de celle-ci. Heurtant le sol de la cuisine semblait résonner dans mon crâne. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, enroulant mon peignoir plus serré autour de moi, et j'ai essayé de penser clairement. Ces textos de la veille me revenaient sans cesse à l'esprit. Qui m'aurait prévenu de ne pas manger chez mon propre fils, et pourquoi? Tandis que je sirotais mon thé, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Pas des souvenirs clairs, mais des fragments comme des morceaux d'un miroir brisé qui ne montraient qu'une partie de l'image. Il y a eu ce dîner il y a 3 semaines, quand Florence avait fait un bœuf bourguignon. Elle avait insisté pour que je goûte sa sauce spéciale, et je m'étais sentie malade pendant des jours après. Mon médecin avait dit que c'était probablement une gastro-entérite. Et le mois d'avant, quand elle avait apporté une soupe maison parce que je n'étais pas dans mon assiette, je me souvenais m'être sentie reconnaissante qu'elle se soucie assez de moi pour me cuisiner quelque chose. Mais je me souvenais aussi avoir passé toute cette nuit aux urgences avec ce que les médecins avaient appelé des troubles digestifs sévères. Plus j'y pensais, plus un schéma semblait se dessiner. Je tombais malade après avoir mangé chez Marc et Florence ou après avoir mangé de la nourriture que Florence m'avait préparée. Mais ce n'était sûrement qu'une coïncidence, n'est-ce pas? J'ai sorti un carnet et j'ai commencé à noter ce dont je pouvais me souvenir. 15 septembre, dîner chez Marc. Sensation de vertige et de nausée après. 28 septembre, Florence apporte une soupe, je finis aux urgences. 12 octobre, barbecue en famille.
Impossible de garder quoi que ce soit pendant 2 jours. Quand j'ai eu fini, j'avais une liste de 8 occasions au cours des 4 derniers mois où j'avais mangé quelque chose préparé par Florence et où j'étais tombée malade par la suite. 8 fois. Mes mains tremblaient à nouveau. Mais maintenant, ce n'était pas à cause de ce qui me faisait me sentir si mal. C'était de peur. Le téléphone a sonné me surprenant si fort que j'ai failli renverser ma tasse de thé. C'était Marc. « Maman, comment te sens-tu ce matin ?»« Pas très bien, » ai-je admis. Florence se sent terriblement mal à propos d'hier soir. Elle pense que tu as être attrapé quelque chose, et elle s'inquiète de ne pas s'être assez bien occupée de toi. Florence se sentait terriblement mal. J'ai repensé à son visage la nuit dernière, à la façon dont elle avait insisté pour que je mange la farce. La pointe d'agacement dans sa voix quand j'avais refusé. « Marc, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, maman. » J'ai hésité. Comment pouvais-je exprimer ce que je pensais sans paraître paranoïaque ? As-tu remarqué que je suis plus souvent malade ces derniers temps ? Il y eut une pause. Eh bien oui. C'est pour ça qu'on s'inquiète autant pour toi. Ton médecin dit que ça fait probablement partie du vieillissement et avec tous les médicaments que tu prends, quels médicaments ? Une autre pause. Plus longue cette fois. Maman, tu prends plusieurs médicaments pour ta tension, ton cœur, tes problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire. Marc, je ne me souviens pas avoir été diagnostiquée avec des problèmes de mémoire. Maman, sa voix était douce, mais je pouvais entendre l'inquiétude. Nous en avons parlé. Le docteur Dubois t'a mise sous traitement pour un début de démence il y a 3 mois. Tu as du mal à te souvenir des choses. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La démence. Quand est-ce que c'était arrivé ? J'ai essayé de repenser à mon dernier rendez-vous chez le médecin, mais tout était flou, indistinct. Je ne me souviens pas de cette conversation, ai-je murmuré. C'est exactement pourquoi le docteur Dubois est inquiet, dit doucement Marc. Maman, Florence et moi avons essayé de t'aider à suivre tes médicaments. Parfois tu oublies de les prendre. Après que Marc a raccroché, je suis allée à mon armoire à pharmacie. Effectivement, il y avait plusieurs flacons que je ne me souvenais pas avoir eus. De l'Aricept pour la démence des doses augmentées de mon médicament pour la tension, quelque chose appelé Seroquel, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai fixé les flacons essayant de me souvenir quand je les avais eus, quand j'avais parlé de tout cela au docteur Dubois. Mais c'était comme essayer de saisir de la fumée. Avais-je vraiment tant oublié ? Mon esprit était-il vraiment en train de me lâcher ? On a sonné à la porte. À travers le judas, j'ai vu Florence sur mon paillasson tenant ce qui ressemblait à un plat à gratin. « Geneviève, c'est moi », a-t-elle appelé. « Je vous ai apporté de la soupe. Vous aviez l'air si pâle hier soir. » Je suis restée là, figée. Une partie de moi voulait ouvrir la porte, accepter sa gentillesse comme je l'avais toujours fait. Mais une autre partie, celle qui avait gardé cette liste de dates où j'étais tombée malade, me disait de garder la porte verrouillée. « Merci ma chère, mais je ne me sens pas d'attaque pour recevoir des visites en ce moment », ai-je répondu à travers la porte. « Oh Geneviève, ne soyez pas ridicule. Je suis de la famille. Laissez-moi prendre soin de vous. » Je pouvais entendre la légère irritation dans sa voix, la même pointe que la veille. J'ai vraiment juste besoin de me reposer. Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas que vous avez mangé quelque chose, dit fermement Florence. Marc est mort d'inquiétude pour vous. J'ai appuyé mon dos contre la porte. Pourquoi était-elle si insistante ? Si j'étais malade, ne serait-il pas logique de me laisser seule pour me reposer ? Florence, j'apprécie que tu sois passée, mais je ne peux vraiment pas. Geneviève, ouvrez cette ompie. Porte tout de suite. Sa voix était différente maintenant, plus tranchante, plus autoritaire. Vous êtes ridicule. Je ne l'avais jamais entendu me parler comme ça. Où l'avais-je fait ? Dernièrement, je ne pouvais plus faire confiance à mes propres souvenirs. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu ses pas s'éloigner. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vue près de sa voiture parlant au téléphone. Même de loin, je pouvais voir qu'elle était contrariée, gesticulant, avec sa main libre. Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto du numéro inconnu. « Vérifiez vos boîtes de pilules. Regardez attentivement les étiquettes. » Cette fois, au lieu d'avoir peur, je me suis sentie presque soulagée. Quelqu'un d'autre regardait. Quelqu'un qui savait que quelque chose n'allait pas.
Je suis retournée à mon armoire à pharmacie et j'ai vraiment regardé les étiquettes. L'Aricept avait été prescrit il y a 3 mois. L'augmentation du médicament pour la tension datait d'il y a 2 mois. Le Séroquel datait de 6 semaines. Mais je ne me souvenais d'aucun de ces rendez-vous. Je ne me souvenais pas que le docteur Dubois m'ait dit que j'avais la démence. Je ne me souvenais pas avoir accepté de prendre l'un de ces médicaments. J'ai pris le flacon de Séroquel et j'ai fait une recherche sur mon téléphone. C'était un médicament antipsychotique souvent utilisé pour traiter des maladies mentales graves, mais il pouvait aussi provoquer de la somnolence, de la confusion et des problèmes de mémoire. Pourquoi le docteur Dubois prescrirait-il cela pour la démence et pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir de l'avoir eu? Alors que j'étais assise là dans ma cuisine entourée de flacons de pilules et tiraillée entre faire confiance à ma propre mémoire défaillante ou à ces mystérieux textos, une pensée tournait en boucle dans mon esprit. Et si je ne perdais pas la mémoire naturellement? Et si quelqu'un y contribuait? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je suis restée à ma table de cuisine avec les flacons de pilules étalés devant moi comme des preuves sur une scène de crime. Au matin, j'avais pris une décision qui aurait semblé impossible quelques jours auparavant. J'allais arrêter de prendre mes médicaments. Pas tous. Pas ceux que je me souvenais de prendre avant que tout cela ne commence. Mais les nouveaux, ceux que je ne me souvenais pas d'avoir eu ceux-là, j'allais les sauter. Si je perdais vraiment la raison, alors cela n'aurait pas d'importance. Mais si quelqu'un était en train de provoquer cela, le premier jour, sans les médicaments, a été difficile. Je me sentais nerveuse, anxieuse, comme si j'attrapais la grippe. Mais le deuxième jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Le brouillard dans ma tête a commencé à se dissiper juste un peu. Des pensées qui flottaient juste hors de portée ont commencé à se préciser. Je me suis souvenue de choses. De petites choses au début, comme où j'avais mis mes lunettes de lecture ou ce que j'avais mangé au petit déjeuner il y a 3 jours. Mais ensuite, des choses plus importantes ont commencé à revenir aussi. Je me suis souvenue de la conversation avec le docteur Dubois, mais pas de la manière dont Marc l'avait décrite. Je me souvenais d'avoir été confuse, d'avoir demandé pourquoi j'avais besoin de tant de nouveaux médicaments, et le docteur Dubois disant que Florence s'était inquiétée pour ma mémoire. Que Florence avait tenu un journal des incidents où j'avais semblé confuse ou oublieuse. Florence avait été là dans le cabinet du médecin, assise juste à côté de moi, hochant la tête avec sympathie pendant que le docteur Dubois expliquait mon état. Mais je me souvenais aussi de me sentir bien avant ce rendez-vous. Je me souvenais d'y être allée en voiture toute seule, d'avoir eu une conversation claire avec la réceptionniste pour planifier mon prochain contrôle. Je me souvenais d'avoir été surprise quand le docteur Dubois avait commencé à parler de problèmes de mémoire. Le 3e jour, j'ai reçu un autre texto. Gardez des échantillons de tout ce qu'elle vous donne à manger. Cachez-les dans votre congélateur. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai répondu par texto. Qui êtes-vous? La réponse est venue rapidement. Quelqu'un qui se soucie de vous. Quelqu'un qui a observé. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je suis la seule personne qui vous dit la vérité. J'ai fixé ce message pendant un long moment, la seule personne qui me disait la vérité. Qu'est-ce que cela disait de tous les autres dans ma vie? Marc a appelé cet après-midi-là. Maman, le cabinet du docteur Dubois a appelé. Tu n'as pas récupéré tes médicaments. Tu te sens bien. Je devais réfléchir vite. Oh oui, j'étais juste occupée. Je les récupérerai demain. Tu veux que je les prenne pour toi, Florence? A proposé de passer à la pharmacie. Bien sûr qu'elle l'avait proposé. Non, c'est bon. J'ai besoin de sortir de toute façon. Maman, prends-tu tes médicaments régulièrement? Le docteur Dubois a insisté sur l'importance de respecter le calendrier. Oui, mon chéri, je les prends. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche, mais il était nécessaire. Après avoir raccroché, j'ai réalisé à quelle vitesse Marc avait appelé après que j'ai manqué le renouvellement, presque comme si quelqu'un surveillait mes ordonnances. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai conduit jusqu'au supermarché toute seule. C'était comme un acte de rébellion. Pendant des semaines, Florence avait insisté sur le fait que je ne devais pas conduire seule, que ce n'était pas survu mon état. Mais assise derrière le volant, je me sentais complètement alerte, complètement en contrôle. Au magasin, j'ai acheté de petits récipients en plastique et des sacs de congélation. Si quelqu'un allait m'apporter de la nourriture, j'allais être prête. Je n'ai pas eu à attendre longtemps.
Le lendemain, Florence est de nouveau apparue avec un autre plat. « Geneviève, vous avez meilleure mine, dit-elle, quand j'ai répondu à la porte. Mais elle n'avait pas l'air contente. Elle avait l'air presque déçue. « Merci, ma chère. Je me suis reposée. Avez-vous pris vos médicaments ? Le docteur Dubois a appelé Marc. Il s'inquiète que vous fassiez une crise. » Une crise. C'était un nouveau mot. « Je prends mes médicaments », ai-je dit prudemment. Florence a scruté mon visage. Vous semblez différente, plus alerte. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'a dit qui m'a donné la chair de poule, comme si être alerte était en quelque sorte mal. « Eh bien, je vous ai apporté mon fameux poulet au riz, celui que vous aimez tant. » Je ne me souvenais pas avoir jamais dit que j'aimais son poulet au riz. En fait, en regardant le plat dans ses mains, je n'étais même pas sûre de l'avoir déjà goûté. C'est très gentil de ta part. Je vais juste le mettre dans votre réfrigérateur et vous en réchauffer une portion tout de suite. En fait, je viens de manger, ai-je menti. Mais je le mangerai pour le dîner ce soir. Le sourire de Florence s'est resserré. Geneviève, vous devez manger plus régulièrement, surtout avec vos médicaments. Ils fonctionnent mieux quand vous avez mangé. Elle s'est dirigée vers ma cuisine sans y être invitée. Je l'ai regardée ouvrir mon réfrigérateur, déplaçant des choses pour faire de la place pour le plat. Ses mains bougeaient rapidement avec assurance, comme si elle avait fait cela de nombreuses fois auparavant. « Voilà, » dit-elle en sortant une assiette. « Je vais juste vous en réchauffer une petite portion maintenant. Vous avez vraiment l'air amaigrie. Florence, j'apprécie, mais je n'ai vraiment pas faim. » Sottise. Elle mettait déjà le plat dans une assiette, la plaçant dans le micro-ondes. « Vous devez garder vos forces. » Pendant que le micro-ondes bourdonnait, je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mais au lieu d'aller à la salle de bain, je me suis glissée dans ma chambre et j'ai rapidement envoyé un texto au numéro inconnu. « Elle est là avec de la nourriture. Qu'est-ce que je fais ?» La réponse fut immédiate. « Faites semblant de manger, cachez-en dans une serviette en papier, faites-la partir. » Quand je suis revenue dans la cuisine, Florence avait l'assiette prête avec un verre d'eau et ce qui ressemblait à mes pilules. J'ai aussi apporté vos médicaments du soir. Je les ai pris à la pharmacie puisque vous aviez oublié. Je n'avais pas oublié. Je n'étais délibérément pas allée les chercher. Mais les voilà. Les mêmes pilules que j'évitais depuis 3 jours. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Bien sûr que si. Nous sommes une famille. Elle a posé les pilules à côté de l'assiette. Maintenant mangez pendant que c'est chaud. Je me suis assise à table, le cœur battant. Le plat sentait normalement, avait l'air normal, mais après 3 jours de pensée plus claire, je faisais plus confiance à mon instinct qu'à mes yeux. J'ai pris une petite bouchée et j'ai mâché lentement en faisant des bruits d'appréciation. Pendant que Florence regardait, j'ai fait semblant d'avaler, mais en fait j'ai gardé la nourriture dans ma joue. Quand elle s'est retournée pour prendre une serviette, je l'ai rapidement crachée dans ma main et l'ai dissimulée. « C'est délicieux », ai-je dit en prenant une autre fausse bouchée. « Je suis si contente que ça vous plaise. » Marc s'inquiétait que vous ne mangiez pas assez. J'ai continué la comédie pendant plusieurs minutes, faisant semblant de manger tout en cachant la nourriture dans des serviettes en papier que j'ai fourrées dans les poches de mon peignoir. « Maintenant prenez vos pilules », a dit Florence quand j'ai eu fini environ la moitié de l'assiette. « Je les prendrai après ton départ. Parfois elle me donne la nausée, si je les prends trop tôt après avoir mangé. » Les yeux de Florence se sont légèrement plissés. « Le docteur Dubois a dit que vous deviez les prendre avec de la nourriture. » Je sais, mais mon estomac est sensible ces derniers temps. Nous nous sommes regardés un instant, et je pouvais la voir calculer quelque chose derrière ses yeux. « Eh bien, je suppose que ça va, » dit-elle finalement. « Mais promettez-moi que vous les prendrez. » Bien sûr. Après son départ, j'ai immédiatement emporté les serviettes pleines de nourriture dans ma cuisine. Mes mains tremblaient pendant que je mettais les échantillons dans les petits récipients que j'avais achetés. J'ai étiqueté chacun avec la date et les ai mis dans mon congélateur. Puis j'ai jeté les pilules dans les toilettes. Cette nuit-là, je ne suis pas tombée malade. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller avec la nausée ou des vertiges. Je me suis réveillée en me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des semaines. Et avec cette clarté est venue une réalisation terrifiante. Si quelqu'un me droguait, si quelqu'un me rendait malade exprès, alors tout ce que je pensais savoir de ma vie était un mensonge. La question était jusqu'où cela allait-il ? Et plus important encore, qu'allais-je faire à ce sujet ?
Après une semaine à éviter les médicaments et à me sentir plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'allais faire analyser les échantillons de nourriture. J'avais cherché des laboratoires locaux sur Internet, essayant de trouver comment faire tester de la nourriture pour des drogues sans passer pour une vieille femme paranoïaque. Finalement, j'ai trouvé un laboratoire privé à une vingtaine de kilomètres qui faisait des tests toxicologiques. J'ai appelé et expliqué que je soupçonnais quelqu'un de mettre quelque chose dans ma nourriture. La femme au téléphone était gentille mais professionnelle. « Madame, si vous soupçonnez d'être empoisonnée, vous devriez contacter la police. »« J'ai besoin de preuves d'abord, » ai-je dit. « J'ai besoin de savoir avec certitude. » Elle m'a donné un rendez-vous pour le lendemain. J'ai aussi pris rendez-vous avec un autre médecin, le docteur Sarah Martin, qui avait d'excellents avis en ligne. J'avais besoin de quelqu'un qui ne connaissait pas Florence, quelqu'un qui pourrait me donner une évaluation objective de ma santé. La nuit avant mes rendez-vous, j'ai reçu un autre texto de mon aide mystérieux. « Soyez prudente. Elle commence à se méfier. Variez votre routine. » J'ai répondu par texto « Qui êtes-vous ? S'il vous plaît, dites-moi. » Cette fois, la réponse était différente. « Je travaille au cabinet du docteur Dubois. J'ai vu cela arriver à d'autres patients. Vous n'êtes pas la première. » Mon sang s'est glacé. D'autres patients. À combien d'autres personnes cela arrivait-il ? Pouvez-vous m'aider ? J'essaie, mais soyez prudente. Si elle se rend compte que vous ne prenez pas les médicaments, elle pourrait essayer quelque chose de plus direct. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis d'abord allée au laboratoire. Le technicien a pris les échantillons de nourriture et m'a dit que je devrais avoir les résultats dans 3 jours. Puis je suis allée au cabinet du docteur Martin. Le docteur Martin était plus jeune que le docteur Dubois peut, être dans la quarantaine avec des yeux bienveillants et une manière directe. Elle a écouté attentivement pendant que j'expliquais mes inquiétudes concernant ma mémoire, les médicaments qui m'avaient été prescrits et le schéma de tomber malade après avoir mangé certains aliments. « Madame Lefebvre, j'aimerais faire quelques analyses de sang. Pouvez-vous me dire exactement quels médicaments vous avez pris ?» Je lui ai montré les flacons de pilules. Elle a froncé les sourcils en lisant les étiquettes. « C'est tout un cocktail, dit-elle. Le Séroquel est généralement utilisé pour le trouble bipolaire ou la schizophrénie, pas la démence. Et ce dosage d'Aricept est plus élevé que ce que je prescrirais normalement pour quelqu'un de votre âge. Le docteur Dubois a dit que j'avais un début de démence. Quand a eu lieu votre dernière évaluation cognitive, j'ai essayé de me souvenir. Je ne suis pas sûre que nous ayons jamais fait une évaluation formelle. » Le docteur Martin a haussé un sourcil. Un diagnostic de démence nécessite des tests approfondis, des tests de mémoire, des évaluations cognitives, parfois une imagerie cérébrale. On ne peut pas diagnostiquer la démence sur la base des seules observations d'un membre de la famille. Les observations d'un membre de la famille. Les observations de Florence. Le docteur Martin m'a fait passer quelques tests cognitifs simples là dans son cabinet. Je me suis souvenu de séquences de chiffres, j'ai identifié des images, j'ai répondu à des questions sur l'actualité. Quand nous avons eu fini, elle avait l'air perplexe. « Madame Lefebvre, votre fonction cognitive semble tout à fait normale. En fait, vos scores sont supérieurs à la moyenne pour quelqu'un de votre âge. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement que mon esprit aille bien. Terreur de ce que cela signifiait pour tout le reste. « Docteur, si on me donnait des médicaments qui peuvent causer de la confusion et des problèmes de mémoire, comment cela m'affecterait-il » Elle s'est adossée à sa chaise. « Vous demandez cela hypothétiquement ? » ?»« Non. Je le demande parce que je pense que quelqu'un pourrait être en train de me droguer. » L'expression du docteur Martin est devenue sérieuse. « Madame Lefebvre, la combinaison de médicaments qui vous a été prescrite pourrait certainement causer de la confusion, des problèmes de mémoire et des symptômes physiques comme la nausée et les vertiges, surtout s'ils étaient administrés. À quelqu'un qui n'en a pas réellement besoin. Que dois-je faire ? Premièrement, nous allons faire des analyses de sang complètes pour voir ce qu'il y a réellement dans votre système. Ensuite, en fonction de ce que nous trouverons, nous devrons être contacter les autorités. » Les analyses de sang ont pris 20 minutes. Le docteur Martin a dit qu'elle demanderait une procédure d'urgence et que je devrais avoir les résultats d'ici demain. En rentrant chez moi, mon téléphone a sonné. C'était Marc. « Maman, le docteur Dubois est vraiment inquiet. Il dit que tu n'es pas allé chercher tes ordonnances
et que tu as manqué ton dernier rendez-vous. Je n'avais pris aucun rendez-vous avec le docteur Dubois. J'ai été occupée, mon chéri. Maman, ça ne te ressemble pas. Florence pense que tu fais peu. Être une autre crise. Une autre crise. Voilà encore cette expression. Quel genre de crise? Il y eut une pause. Tu sais, comme le mois dernier quand tu as oublié comment rentrer du supermarché. Je n'avais aucun souvenir de cela. Marc, je ne me souviens pas de ça. C'est exactement le problème, maman. Écoute, nous passons ce soir, pour voir comment tu vas. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'est pas nécessaire. Nous serons là vers 10 à 9 heures. Florence prépare ta soupe préférée. Après qu'il a raccroché, j'ai immédiatement envoyé un texto à mon contact inconnu. Ils viennent ce soir avec de la nourriture. Qu'est-ce que je fais? Ne soyez pas là. Allez dans un lieu public. Restez à l'écart. Jusqu'à demain. Mais où pouvais-je aller? J'avais 65 ans. Et la plupart de mes amis avaient déménagé ou étaient décédés. J'ai pensé à prendre une chambre d'hôtel, mais cela semblait extrême. Puis je me suis souvenu de ma voisine, Madame Lambert, une dame chinoise âgée qui vivait dans l'appartement à côté. Nous avions disputé quelquefois dans le couloir et elle avait toujours été gentille. J'ai frappé à sa porte vers 10 à 7 heures. « Geneviève, tout va bien, ma chère. » J'ai pris une profonde inspiration. « Hélène, cela va vous paraître étrange, mais pourrais-je éventuellement rester chez vous ce soir? J'ai quelques problèmes de famille. » Hélène n'a pas posé de questions. Elle a juste ouvert sa porte plus grand et m'a accueilli. À 10 à 9h15, j'ai entendu des voix dans le couloir devant mon appartement. Marc et Florence étaient arrivés. Je pouvais entendre la voix de Florence tranchante d'irritation. Où peut-elle bien être? Sa voiture est là. Peut être qu'elle est partie se promener, suggéra Marc. À cette heure-ci, avec son état, ils sont restés plus d'une heure et je pouvais entendre Florence s'agiter de plus en plus. Finalement, ils sont partis, mais pas avant que j'entende Florence au téléphone. Elle n'est pas là. Non, sa voiture est sur le parking. Je pense qu'elle pourrait avoir une crise grave. Oui, nous devrons être envisagées des mesures plus drastiques. Des mesures plus drastiques? Qu'est-ce que cela signifiait? Le lendemain matin, le docteur Martin a appelé avec mes résultats d'analyse sanguine. Madame Lefebvre, vous devez venir immédiatement et je pense que vous devriez envisager d'appeler la police. Qu'avez-vous trouvé? Votre sang montre des niveaux élevés de séroquel d'Aricept et de quelque chose appelé Risperdal qui n'est même pas sur votre liste d'ordonnances. Mais plus inquiétant, nous avons trouvé des traces de somnifères écrasés et ce qui semble être du Donormil broyé. Mes jambes ont flanché et j'ai dû m'asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que quelqu'un vous a drogué avec une combinaison de médicaments qui provoquerait exactement les symptômes que vous avez connus. Confusion, perte de mémoire, vertige, nausée. Madame Lefebvre, les niveaux dans votre sang sont dangereux. Si cela avait continué beaucoup plus longtemps, vous auriez pu subir des dommages permanents ou pire. Ou pire? Chez une personne âgée, cette combinaison de drogues pourrait provoquer une défaillance d'organes, des convulsions, voire la mort. La personne qui fait cela n'essaie pas seulement de vous embrouiller. Elle vous tue lentement. J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes. Le laboratoire a appelé 1 heure plus tard avec les résultats des tests alimentaires. Les échantillons du plat contenaient du séroquel écrasé, du Risperdal et plusieurs somnifères en vente libre. Quelqu'un m'avait systématiquement empoisonné pendant des mois, et cette personne était ma belle-fille. Mais pourquoi? Pourquoi Florence voudrait-elle me faire du mal? Qu'avait-elle à gagner en me rendant malade, en me faisant passer pour quelqu'un qui perdait la tête? La réponse est venue dans un autre texto de mon aide. Mystérieux. Vérifiez votre testament, vérifiez vos comptes bancaires. Elle a une procuration. Une procuration. Je me suis précipitée vers mon classeur et j'ai sorti mes documents juridiques. Là, c'était écrit à un formulaire de procuration que je ne me souvenais pas avoir signé, daté d'il y a 3 mois. Il donnait à Florence un contrôle total sur mes finances et mes décisions médicales si j'étais jugée mentalement incapable. Et selon les dossiers du docteur Dubois, j'étais déjà traitée pour la démence. Florence n'essayait pas seulement de me rendre malade. Elle essayait de prendre le contrôle de tout ce que je possédais. Et si je mourais dans le processus, eh bien, cela lui faciliterait simplement les choses. J'ai immédiatement rappelé le docteur Martin. « Docteur, j'ai besoin que vous contactiez la police.
J'ai la preuve que quelqu'un m'a empoisonné. L'inspectrice Marie Leclerc est arrivée à mon appartement 2 heures après l'appel du docteur Martin à la police. C'était une femme dans la quarantaine avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui semblaient ne rien manquer. Elle s'est assise à ma table de cuisine, examinant attentivement les échantillons de nourriture, les flacons de pilules et les dossiers médicaux que j'avais rassemblés. Madame Lefebvre, ce sont des allégations graves, dit-elle, en levant les yeux des rapports de toxicologie. Tentative de meurtre-fraude, abus de faiblesse. Nous parlons de charges criminelles. Je sais que ça semble fou, dis-je mes mains tremblant en lui servant un café. Ma propre belle-fille essayant de me tuer. Malheureusement, ce n'est pas aussi fou que vous pourriez le penser. Nous voyons cela plus souvent que les gens ne le croient. Des membres de la famille qui doivent hériter, qui en ont assez de s'occuper de parents âgés. Elle fit une pause étudiant mon visage. La question est, êtes-vous préparé pour la suite? Cela va déchirer votre famille. J'ai pensé à Marc, à la façon dont il avait défendu Florence, dont il avait cru chaque mensonge qu'elle avait raconté sur ma santé déclinante. Inspectrice, ma famille est déjà déchirée, je ne m'en étais juste pas rendu compte jusqu'à maintenant. L'inspectrice Leclerc a hoché la tête. Nous allons devoir procéder avec prudence. Nous aurons besoin de mandats de perquisition pour leur maison, pour le cabinet du docteur Dubois. Nous devrons interroger toutes les personnes impliquées. Et la personne qui m'envoie des textos, elle a dit qu'elle travaillait au cabinet du docteur Dubois. Nous découvrirons qui c'est. Elle sera probablement un témoin clé. Ce soir-là, l'inspectrice Leclerc a appelé. Madame Lefebvre, nous avons fait quelques découvertes. Le docteur Dubois coopère pleinement. Il s'avère qu'il s'inquiétait de certaines irrégularités dans les dossiers des patients, mais il n'a réalisé l'ampleur de la situation qu'aujourd'hui. Quel genre d'irrégularité? Des patients à qui l'on prescrit des médicaments sur la base de rapports familiaux de symptômes que les patients n'ont pas réellement, de mystérieux documents de procuration, plusieurs patients âgés dont l'état s'est soudainement aggravé après que des membres de leur famille ont commencé à aider avec leurs soins. Mon estomac s'est noué. Combien d'autres? Nous enquêtons toujours, mais au moins 6 que nous connaissons. Madame Lefebvre, votre belle-fille semble avoir mis en place un système pour prendre le contrôle des biens des personnes âgées. Mais pourquoi moi je ne suis pas riche? Vous êtes propriétaire de votre appartement. Vous avez des économies, une bonne pension de retraite. Pour quelqu'un de lourdement endetté, cela peut ressembler à une fortune. Des dettes. Cela expliquait tant de choses. Je me souvenais que Marc avait mentionné que Florence était stressée par l'argent ces derniers temps, que ses cartes de crédit étaient au maximum. Le lendemain matin, Marc a appelé. Sa voix était tendue, confuse. « Maman, la police est venue chez nous hier. Ils avaient un mandat de perquisition. Ils ont pris l'ordinateur de Florence, certains de ses papiers, ils ont dit que quelqu'un l'accusait de t'avoir empoisonné. J'ai fermé les yeux. C'était la conversation que je redoutais. Marc, nous devons parler. Peux-tu venir seul? Maman, c'est insensé. Florence t'adore. Elle a pris soin de toi. S'il te plaît, viens juste seul. » 1 heure plus tard, Marc était assis en face de moi à la même table de cuisine où l'inspectrice Leclerc avait étalé les preuves. Il avait l'air plus vieux, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. « Marc, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. » Je lui ai montré les rapports de toxicologie, les résultats des tests alimentaires, la procuration que je n'avais jamais signée. Il a fixé les papiers, son visage devenant pâle. Ça ne peut pas être vrai. La police a trouvé des pilules écrasées dans le tiroir de son bureau, des reçus pour des médicaments qu'elle achetait sous de faux noms. Ils ont trouvé des recherches sur comment induire des symptômes de démence. Marc a mis sa tête dans ses mains. Mais elle t'aidait. Elle cuisinait pour toi, t'apportait tes médicaments. Elle m'empoisonnait, Marc. Depuis des mois. Elle me tuait lentement pour prendre le contrôle de mon argent. Non. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis de larmes. Maman, non. Florence ne ferait pas ça. Elle aime notre famille. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Mon chéri, je sais que c'est difficile à croire. Je ne voulais pas y croire non plus. Mais elle était si inquiète pour toi. Elle n'arrêtait pas de dire que nous devions te trouver plus d'aide. Trouver une maison de retraite. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Une maison de retraite où elle aurait eu un contrôle total en tant que mandataire. Marc a retiré sa main, s'est levé et a commencé à faire les 100 pas.
Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous ne sommes pas riches non plus. Pourquoi ferait-elle ça? L'inspectrice Leclerc dit que vous avez des dettes importantes. Carte de crédit prêt. Marc a cessé de faire les 100 pas. Son silence m'a tout dit. Elle m'a dit que c'était de vieilles dettes d'avant notre mariage. Athée, il dit finalement. Elle a dit qu'elles étaient presque remboursées. Marc, à combien s'élèvent les dettes? Il s'est rassis lourdement. Plus de 100 000 euros. Mais elle a dit qu'elle maîtrisait la situation. J'ai ressenti une vague de tristesse pour mon fils. Il avait été manipulé tout autant que moi, juste, d'une manière différente. Cet après-midi-là, l'inspectrice Leclerc a de nouveau appelé. « Madame Lefebvre, nous avons arrêté votre belle-fille. Elle est inculpée de tentative de meurtre, d'abus de faiblesse, de fraude et de faux en écriture. Que se passe-t-il maintenant? Elle aura une audience pour sa mise en liberté sous caution. Mais étant donné la gravité des charges et les preuves que nous avons, je doute qu'elle soit libérée. Nous avons également trouvé des preuves la reliant aux autres cas. Cela va être une grosse affaire. » Et le docteur Dubois, il coopère pleinement. Il semble qu'il ait été trompé également. Votre belle-fille est très convaincante. Elle avait de faux documents, de faux rapports d'incidents. Elle a même demandé à d'autres personnes d'appeler son cabinet en se faisant passer pour des voisins inquiets. La personne qui m'avait envoyé les textos s'est avérée être Nathalie Durand, une infirmière du cabinet du docteur Dubois, qui avait remarqué le schéma de patients âgés, développant soudainement des symptômes graves après que des membres de leur famille ont commencé à les aider. Elle avait discrètement tout documenté, essayant de trouver comment le signaler, sans preuve solide. J'avais terriblement peur que personne ne me croie, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Ces familles semblaient si attentionnées, si concernées. Mais les médicaments n'avaient pas de sens. Les symptômes ne correspondaient pas. Ce soir-là, Marc est revenu à mon appartement. Cette fois, il avait l'air brisé. « La police m'a tout montré », dit-il doucement. La fausse procuration les recherches sur les symptômes de la démence, même un calendrier qu'elle avait créé pour le moment où tu serais déclaré incapable. Je suis allée m'asseoir à côté de lui sur le canapé. « Marc, je suis tellement désolée. Elle prévoyait de te faire interner dans les 6 mois. Ensuite, elle allait vendre ton appartement, liquider tes comptes d'épargne retraite. » Il m'a regardé avec des yeux hantés. « Maman, elle prévoyait de te laisser mourir dans une maison de retraite. Mais cela n'est pas arrivé. Je suis là. Je suis en sécurité grâce à une inconnue qui se souciait plus de ton bien, être que ta propre famille. » Il s'est mis à pleurer alors de profonds sanglots douloureux. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir ce qui se passait. Chérie, elle a trompé tout le monde, même le médecin. Mais je suis ton fils. J'aurais dû savoir. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'il pleurait. Cet homme adulte qui avait été trompé par quelqu'un qu'il aimait. D'une certaine manière, nous avions tous les deux été des victimes. « Marc, il y a autre chose dont nous devons parler, » dis-je doucement. Il a essuyé ses yeux et m'a regardé. « Ton mariage, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il est resté silencieux pendant un long moment. « Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui a essayé de tuer ma mère, » a-t-il dit finalement. « J'ai demandé le divorce hier. » Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, 2 personnes essayant de comprendre comment notre famille avait été déchirée par quelqu'un en qui nous avions eu confiance. « Maman, » dit finalement Marc, « pourras-tu jamais me pardonner ?» J'ai pris sa main. « Il n'y a rien à pardonner mon cœur. Nous nous sommes tous les deux fait avoir par quelqu'un qui était très doué pour mentir. Mais même en le disant, je savais qu'il nous faudrait du temps à tous les deux pour guérir de cette trahison. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. 6 mois plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience, regardant Florence, en combinaison orange, les mains menottées dans le dos. La femme qui m'avait systématiquement empoisonnée pendant des mois semblait plus petite diminuée, fini la belle-fille confiante et attentionnée qui avait trompé tout le monde. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait l'air ordinaire, presque pitoyable. Le juge l'a condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre, abus de faiblesse et fraude. Elle serait également tenue de dédommager toutes ses victimes. Nous étions 7, au total 7 personnes âgées, qu'elle avait ciblées avec son stratagème. Monsieur le juge, a dit Florence lorsqu'on lui a donné la parole. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit gravement blessé.
J'essayais juste d'assurer l'avenir de ma famille. La réponse du juge fut rapide et tranchante. Madame, vous avez systématiquement empoisonné des personnes âgées vulnérables à des fins lucratives. Vous avez falsifié des documents juridiques, commis des fraudes et failli tuer plusieurs personnes. Le tribunal ne trouve aucune circonstance atténuante dans votre quête pour assurer votre avenir au détriment de la vie des autres. Marc était assis à côté de moi pendant toute l'audience, le visage stoïque, mais les mains tremblantes. Le divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt. Il avait découvert que Florence volait également sur ses comptes, utilisant ses cartes de crédit pour des achats personnels tout en prétendant que la dette était ancienne. Après la sentence, l'inspectrice Leclerc s'est approchée de nous à l'extérieur du palais de justice. Madame Lefebvre, je voulais que vous sachiez que nous avons identifié 3 autres victimes dans d'autres régions. Votre cas nous a aidés à établir un schéma qui a mené à ces découvertes. Le fait que vous ayez parlé a probablement sauvé des vies. J'ai hoché la tête. Mais je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais comme une survivante. Les mois qui ont suivi l'arrestation de Florence ont été un parcours de rétablissement physique et émotionnel. Le docteur Martin m'avait aidé à me sevrer en toute sécurité de tous les médicaments qui m'avaient été administrés à mon insu. Le processus avait été difficile avec des symptômes de sevrage et des effets persistants, mais peu à peu, mon corps avait guéri. Plus important encore, mon esprit s'était complètement éclairci. Le brouillard qui avait obscurci mes pensées pendant si longtemps avait complètement disparu. Je me suis souvenu de choses que j'avais oubliées. J'ai retrouvé une confiance que j'avais perdue et j'ai lentement recommencé à faire confiance à mes propres perceptions. Marc et moi avions également commencé à reconstruire notre relation, bien que ce ne soit pas facile. Il portait une énorme culpabilité de ne pas avoir reconnu ce qui se passait, d'avoir cru aux mensonges de Florence sur mon état. Je comprenais sa douleur, mais j'avais aussi besoin de temps pour pardonner le fait qu'il avait été si prompt à croire que je perdais la tête. « Maman », avait-il dit lors d'une de nos conversations difficiles. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont papa a changé avant de mourir, comment il est devenu confus et oublieux. Je pensais que la même chose t'arrivait. Mais tu ne m'as jamais demandé comment je me sentais, avais-je répondu. Tu as simplement accepté ce que Florence te disait. C'était une dure vérité, mais une vérité que nous devions affronter si nous voulions aller de l'avant. 3 mois après le procès, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai vendu mon appartement à Lyon. « Maman, où vas-tu vivre ?» a demandé Marc quand je le lui ai annoncé. Je déménage dans le sud. J'ai trouvé une jolie petite maison près de Cassis. Mais tous tes médecins sont ici, tes amis. Marc, j'ai besoin d'un nouveau départ. Cet endroit a trop de souvenirs de maladies d'impuissance. J'ai besoin d'un endroit qui soit complètement à moi. La maison que j'avais trouvée était petite mais lumineuse, avec de grandes fenêtres et un petit jardin. Elle se trouvait dans une résidence pour seniors actifs, des gens qui se promenaient, jouaient aux cartes, suivaient des cours. Pour la première fois depuis des années, j'étais enthousiasmée par l'avenir. Nathalie Durand, l'infirmière qui m'avait sauvé la vie en envoyant ses textos anonymes, est venue me voir avant mon déménagement. « Je suis si fière de vous, dit-elle assise, dans mon salon presque vide. Vous avez été plus courageuse que vous ne le pensiez ?» J'étais terrifiée, ai-je admis. Je ne savais pas à qui faire confiance. Mais vous, vous êtes fait confiance à vous-même, même quand tout le monde vous disait que vous ne pouviez pas. Cela demande une force incroyable. Elle avait raison. En fin de compte, réapprendre à me faire confiance avait été la partie la plus difficile de la guérison. Ma dernière nuit dans l'appartement, Marc est venu avec des plats chinois à emporter. Nous nous sommes assis par terre, mangeant dans des barquettes entourées de cartons. « Tu vas me manquer, dit-il. Tu peux venir me voir quand tu veux. Et peu. Être que la distance nous fera du bien à tous les deux. Maman, je veux que tu saches à quel point je suis désolée pour tout. » J'ai regardé mon fils, cet homme, qui avait aussi été victime de la manipulation de Florence, et j'ai senti le reste de ma colère s'estomper. Marc, nous avons tous les deux appris quelque chose d'important de tout cela. Quoi donc? Que l'amour sans vigilance peut être dangereux. Nous devons faire attention aux gens dans nos vies. Vraiment faire attention, pas seulement supposer qu'ils ont nos meilleurs intérêts à cœur. Il a hoché la tête. Je promets que je n'ignorerai plus jamais mon instinct à propos des gens. Et je promets que je ne douterai plus jamais de mes propres perceptions juste parce que quelqu'un me dit que je devrais.
Un an plus tard, j'étais assise sur ma terrasse dans le sud, regardant le coucher de soleil sur la mer. Le téléphone a sonné et j'ai souri en voyant le nom de l'appelant. Salut Marc. Salut maman. Comment s'est passée ta journée? J'ai suivi un cours de poterie déjeuner avec des amis et lu un bon livre. Et la tienne? Bien. Je vois quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Sarah et elle est enseignante. Elle n'est en rien comme... elle est complètement différente. J'en suis heureuse. Tu mérites d'être heureux. Maman, je pensais venir te voir le mois prochain si ça te va. J'adorerais. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le calme paisible de ma nouvelle vie. J'ai pensé à ce dimanche où j'avais reçu le premier texto d'avertissement quand mon monde avait commencé à s'effilocher pour ensuite se reconstruire en quelque chose de meilleur. J'ai pensé à toutes les autres victimes du stratagème de Florence et comment nous avions formé un groupe de soutien improbable, nous aidant mutuellement à guérir de la trahison et à reconstruire notre confiance en nous-mêmes et en les autres. J'ai pensé au docteur Martine qui m'avait cru quand je semblais être une vieille femme paranoïaque, et à Nathalie Durand qui avait risqué son emploi pour sauver des étrangers qu'elle n'avait jamais rencontrés. Mais surtout, j'ai pensé à quel point j'avais été proche de tout perdre, y compris ma vie, et à quel point j'étais reconnaissante d'être encore là. Les messages anonymes s'étaient arrêtés après l'arrestation de Florence, mais je les avais tous gardés. Parfois je les relis me souvenant comment ces quelques mots d'une étrangère m'avaient sauvé la vie. Ne mangez rien. Croyez-moi. En fin de compte, réapprendre à me faire confiance avait été le plus beau des cadeaux. À 65 ans, j'avais découvert que j'étais plus forte, plus intelligente et plus résiliente que je ne l'avais jamais imaginé. J'avais survécu à un empoisonnement lent par quelqu'un que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance, et j'en étais sortie non pas amère mais libre. Le coucher de soleil était particulièrement beau ce soir-là, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. J'ai levé mon verre de thé glacé dans un toast silencieux aux secondes chances, aux anges gardiens mystérieux et à la force surprenante que l'on peut trouver dans les endroits les plus inattendus. J'étais enfin et magnifiquement, complètement libre. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.